quelques mots sur le titre, crise permanente. Oui, dans la mesure où les responsables politiques font tout pour que cette crise s'éternise, ne prennent pas les mesures qu'il faudrait prendre justement pour en finir. Et face cachée de la finance, bon, ben, effectivement, la crise est associée à une face cachée de la finance. J'aurais tendance à dire qu'elle est de moins en moins cachée. On aurait pu appeler cette soirée la face dévoilée de la finance, avec vos livres, avec les Panama Papers, etc., etc. Alors voilà le programme. Petite introduction. Je vais m'intéresser à cette crise profonde, à ses nombreuses dimensions. Puis je passerai en revue les dysfonctionnements du secteur financier et les paris et montages douteux de la finance casino. Puis je mettrai en lumière une de ces dimensions de cette crise, la crise des valeurs. La crise n'est pas une crise purement technique qu'on résoudra en appuyant sur un bouton. Et puis je voudrais terminer sur une note positive, proposer des mesures. Alors oui, une crise qui s'éternise, qui se prolonge dangereusement au niveau international. Ce n'est pas une crise française, italienne, allemande, américaine. On retrouve à peu près les mêmes caractéristiques dans ces différents pays. Une élite politique à bout de souffle, un système corrompu. On a affaire à une élite rongée par les scandales, les trahisons, les renoncements en tout genre. Les signaux environnementaux, sociopolitiques, on en a parlé, économiques sont au rouge. Signaux environnementaux, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais le réchauffement global en est une démonstration. Signaux économiques, je vais juste montrer peut-être deux graphiques en introduction. La distribution attendue des revenus annuels. J'ai bien écrit attendu. À quoi on pourrait s'attendre? Je m'exprime au conditionnel. Qu'est-ce qui serait raisonnable? On est 7 milliards sur cette petite planète, 7 milliards d'individus environ. Et on pourrait imaginer que les plus pauvres perçoivent peut-être 10 000 euros par an et les plus riches peut-être 10 millions. Peut-être. C'est hypothétique tout cela. Maintenant, je vais vous montrer la véritable distribution des revenus. Que voit-on? Rien. Y a-t-il une erreur? Non, il n'y a aucune erreur statistique, malheureusement, mais il y a une erreur d'organisation politique de la société, manifestement. Vous voyez, au lieu d'écrire 10 millions, j'ai écrit 4 milliards. Ça fait tout de même une petite différence. 4 milliards, en l'occurrence, M. Soros, George Soros, en 2013, a perçu 4 milliards. Il n'est pas le seul. Ici, vous avez à peu près 0,001% de la population mondiale. Ici, vous avez 40% de la population mondiale, environ 3 milliards d'individus qui essayent de survivre avec au plus de $2 par jour. Invisible, $2 par jour, invisible par rapport à quelques milliards. Un pays comme le Brésil en Amérique latine, revenu moyen, environ maximum 10 000 euros par an, invisible par rapport à quelques milliards. Pays où je travaille, pays plus riche, on va dire un revenu moyen peut-être de 70, j'allais dire 70 000 francs suisses, invisibles par rapport à quelques milliards. Donc au bout du compte, vous avez 99,99% de la population qui est invisible par rapport au restant. Donc ça pose des problèmes, pas seulement économiques. C'est pour ça que je disais que la crise n'est pas qu'économique, des problèmes sociaux, des problèmes politiques. Il est évident que ceux qui se situent là achètent des médias comme nous un morceau de pain. Alors donc c'est une sorte de logique financière qui s'est imposée aux dépens de l'économie et la société. Le secteur financier connaît de graves dysfonctionnements. Alors comment on en est arrivé là? Je crois qu'il faut en parler rapidement. Les années 70 ont été caractérisées par ce qu'on appelait à l'époque la stagflation, donc une stagnation économique, couplée avec une inflation. Puis c'était une période de crise, tout de même une période trouble. L'abolition des accords de Bretton Woods, qui prévoyait un système de parité fixe entre les différentes devises, les conséquences économiques de la guerre du Vietnam, les chocs pétroliers, etc. C'était la fin d'une époque qui avait été caractérisée par une politique keynésienne plus respectueuse des équilibres. Et à partir de là, beaucoup de responsables politiques ont cherché d'autres recettes. Et les néolibéraux étaient prêts. Ils étaient prêts depuis longtemps d'ailleurs. Simplement, ils n'avaient pas le pouvoir. Vous aviez des lobbies, des réseaux bien organisés, des prix Nobel, Friedman, par la suite. Et donc, ils ont pris le pouvoir, 80 aux États-Unis, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, 79 en Angleterre. Ils ont changé la nature des choses. Donc, avant, on avait encore une fois une politique de la demande, de nature keynésienne,
Il ne fallait pas qu'il y ait trop de chômage, il ne fallait pas qu'il y ait trop de différences en termes de rémunération. On a vu où on en est maintenant. Et cette politique de la demande s'est transformée en politique de l'offre, de nature néolibérale, basée, comme on le sait, sur des vagues de libéralisation et des vagues de dérégulation. Curieusement, cette soi-disant dérégulation s'est traduite par de nouvelles règles, à nos dépens. La règle, j'en cite une ici, la plus flagrante, la règle selon laquelle, encore une fois, les banques dites too big to fail peuvent prendre des risques et nous payerons la facture. C'est une nouvelle règle. On dérégule, mais il y a de nouvelles règles qui sont introduites à notre dépens. Alors, j'aimerais mettre en lumière quelques points importants. Là. Quels sont ces dysfonctionnements du secteur financier ? Tout d'abord, la boulimie de ses principaux acteurs. C'est une sorte de boulimie. Vous voyez quelqu'un, il y a des directeurs de banque, je vais citer l'exemple le Suisse, peut-être un ancien directeur du Crédit Suisse, M. Brady Dougan, a perçu 20 millions par an pendant 8 ans. Le cours de l'action a perdu plus de 70%. Qu'est-ce qu'on fait de 20 millions, en l'occurrence c'était francs suisses, d'euros par an? C'est une boulimie, c'est une maladie. L'argent devient une drogue. Les directeurs à l'époque, avant cette vague de dérégulation, les directeurs d'institutions financières étaient payés l'équivalent d'1 million. On peut certainement très bien vivre avec 1 million. Qu'est-ce qu'on fait de 20 millions? Qu'est-ce que ça veut dire? Complexité exagérée de ces produits financiers. Plus le produit est complexe et toxique, plus la marge est élevée pour la banque. Parfait, n'est-ce pas? Et déconnexion croissante par rapport à l'économie et à la société. Je commence avec la boulimie de ses principaux acteurs. Le cas UBS. Vous voyez ici un graphique où vous avez les profits en bleu, les pertes en 2007, 2008, 2009, avec le début de la crise, à nouveau les profits, puis de nouvelles pertes en bleu à cause d'une amende record aux États-Unis. En rouge, vous avez les dividendes. Mais bien qu'il y ait des pertes, vous avez des bonus injustifiables, non seulement sous l'angle moral, mais sous l'angle économique. Injustifiables. Alors ce qui est tout de même intéressant de remarquer, là, c'est que si l'UBS, mais c'est vrai pour les fleurons nationaux, ici, BNP Paribas, Société Générale, etc., si l'UBS n'avait pas payé de bonus en 2007, 2009, 2012, la banque n'aurait pas fait de pertes. Pratique. Vous voyez, donc vous avez une institution financière qui, a priori, génère des profits. Elle transforme ses profits en pertes en payant des bonus, et l'avantage, c'est qu'elle ne paye pas d'impôts. Pratique. Donc, en l'occurrence, cette banque ne paye pas d'impôts depuis 2008. Elle va peut-être en payer en 2016. Le manque à gagner, en l'occurrence, dans la région où je travaille, est de 48 millions pour les impôts. Manque à gagner, ce que n'a pas payé cette banque en termes d'impôts, qui correspond précisément, curieusement, aux économies que le secteur éducatif doit réaliser. Donc, les écoles, les universités. Au nom de quoi ? Maintenant, la complexité exagérée des produits financiers. Autre dimension. Là, j'ai un exemple suisse, j'en ai un autre français, avec Doubleau. Vous avez entendu parler de Doubleau, peut-être, proposé par les caisses d'épargne. Et ici, un autre produit. On voit la publicité régulièrement. J'explique rapidement ce dont il est question. Si quelqu'un ne connaît pas ces produits, il va trouver une page dans un journal, qu'il soit français ou suisse. Il va voir d'abord un nom, BRC. Personne ne sait ce que ça veut dire, déjà ça commence bien. Après ça, il voit le nom, c'est écrit en noir là, Barrier Reverse Convertible. On n'a aucune idée de ce que ça veut dire, a priori, mais c'est déjà cette idée de complexité. Après ça, on voit un chiffre, 8%. Alors là, ça semble intéressant, parce que si vous comparez aux taux négatifs qui sont actuellement en vogue à Bruxelles et ailleurs, vous avez beaucoup d'obligations dans un certain nombre de pays, en Allemagne, en Suisse, au Japon, qui sont liés à des taux négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Mais là, l'investisseur perçoit 8%. Vous avez 3 actions, donc 3 sociétés qui jouissent d'une bonne réputation, Nestlé, Swatch Group, moi en Suisse, et puis vous avez des bonnes notes, rating, A1 pour Moody's, A+, pour Standard & Poor's. Donc l'investisseur moyen va se dire très bien. L'investisseur moyen, ça peut être des caisses de retraite, 8% semble intéressant. Je vous explique brièvement comment ça fonctionne. Un individu, une société investit par exemple 100 000 € au 1er janvier. Ça dure 1 an.
il ou elle perçoit 8% à la fin, donc 8 000 euros, par exemple, à la fin de toute manière. Maintenant, pour récupérer le capital initialement investi, les 100 000 euros, ça sera le cas si aucun des 3 cours correspondant à ces 3 actions ne chute. Donc si les 3 cours croissent ou bien restent stables, l'investisseur récupère les 100 000 francs. Si un des 3 cours chute, alors au lieu de récupérer 100 000, ils vont récupérer 90 000, 80 000, etc. Donc c'est un pari. Comme tous les paris, qui va gagner, qui va perdre, eh bien, facile d'y répondre. Qui paye la publicité dans les journaux? Est-ce que notre économie a besoin de ce genre de paris? Non, il y a des casinos si on veut parier. On n'attend pas cela des banques. Le rôle des banques est très simple. Financer l'économie, financer les investissements rentables des entreprises, c'est très simple. La question des notes, j'aimerais tout de même attirer votre attention. Je vous posais une question. Vous savez en moyenne combien de temps ont besoin, par exemple, Moody's ou Standard & Poor's pour donner une note à un pays ou une entreprise? Vous auriez une idée? C'est quoi? Il s'agit de mois, d'années, de semaines? Semaines, vous diriez? 5 minutes? Vous êtes optimiste? Non, il s'agit de 2-3 heures. Alors, bon, c'est simple, il suffit d'analyser, de voir combien de personnes travaillent pour Moody, combien de notes ils émettent par an, donc c'est très simple. Mais ce n'est pas seulement une note, hein, c'est un rapport de 200-300 pages. Donc c'est copier-coller pour être clair. Donc ce n'est pas possible, c'est une plaisanterie. Et il y a un conflit d'intérêts, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont payés directement par leurs clients. Donc s'ils donnent une mauvaise note, ils risquent de perdre le contrat. Donc plus le produit est complexe, plus la marge est élevée. Donc en France, il y a eu ce produit Doubleau, un véritable scandale aussi. Au lieu de 3 actions, vous en aviez une douzaine, c'était sur 6 ans. Alors c'était soi-disant un produit à capital garanti, donc l'État ne s'en occupait pas. Donc vous investissiez 100 000 euros. 6 ans après, si aucune des 12 actions n'avait chuté, ce qui est quasiment impossible, donc là vous récupériez, vous doubliez la mise, 200 000 euros, parfait. C'est pour ça que ça s'appelle Doubleau. Et si une des 2 actions chutait, vous récupériez 100 000. Donc vous dites, de toute manière, vous n'avez rien à perdre. Dans la réalité, il y avait toujours des commissions. Donc quasiment tous les clients, après 6 ans, récupéraient à peu près 95 000. C'était très content. Des procès, et l'État laisse faire. Ces produits dits structurés, complexes, sont faits souvent sur la base de produits dits dérivés, qui correspondent à 12 fois le PIB mondial environ. Donc ces produits dérivés sont expliqués aux étudiants en économie, en finance, comme permettant aux entreprises de se couvrir contre les risques économiques. Et dans ce sens-là, ils seraient effectivement très utiles. Mais pour se couvrir contre les risques, on n'a pas besoin de produits qui correspondent à 12 fois le PIB mondial. Ils devraient correspondre peut-être à 20, 30, 40% du PIB mondial, mais pas 12 fois plus. Donc vous avez une logique de pompier pyromane. Les institutions qui vendent ces produits accroissent le risque systémique, le risque de l'économie, et peuvent ainsi vendre encore plus de produits soi-disant de couverture. Quand vous lisez les journaux et les articles économiques, souvent on parle de CDS. Dans le film, on a parlé de CDO, d'ailleurs de CDS aussi avec AIG. Alors, on va partir de zéro. Supposons qu'on aille sur Google, on ne sait pas ce que c'est, et on va trouver une définition. C'est ce qu'on pourrait trouver. C'est un produit dérivé qui permet à son détenteur de s'assurer contre le risque de défaut de paiement d'une entité de référence. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on sent que c'est un produit de couverture. Très bien. Bon, on continue. On voit, donc je vais expliquer, je vais rentrer dans le détail. On voit une petite note en bas de page. Il est indiqué qu'il n'est pas nécessaire d'être effectivement exposé au risque sur l'entité de référence pour entrer dans un contrat de CDS. C'est ce qu'on trouve sur Google. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça semble positif. Ça veut dire vous êtes autorisé à acheter un contrat d'assurance même si vous n'êtes pas exposé à un risque. Très bien, mais à quoi ça sert? Donc ça veut dire, vous ne possédez pas de voiture, par exemple, mais vous êtes autorisé à acheter une assurance sur une voiture. Vous êtes libre. Parfait. Vous ne possédez pas de voiture, mais votre voisin en possède une. Vous savez qu'il conduit très mal. Vous voyez où je veux en venir. Donc vous êtes autorisé à acheter 10, 20, 50, soi-disant, assurances sur sa voiture. Est-ce que c'est une assurance à votre avis? C'est un pari exactement, un pari sur quoi? Sur l'accident qu'il va avoir. Mais si l'investisseur est autorisé à acheter autant de soi-disant de produits de couverture sur la voiture du voisin, il risque d'être incité pendant la nuit à aller un peu regarder la voiture du voisin pour être sûr que l'accident se produira le lendemain.
Alors, bien sûr, pour les voitures, c'est interdit, mais pour ces produits soi-disant d'assurance, c'est autorisé encore aujourd'hui. Donc là, ce dont on a besoin, c'est de responsables politiques courageux qui disent « bon, c'est terminé, on va faire comme pour les voitures, c'est très simple, pas besoin de milliers de pages de régulation. Vous subissez un risque parce que vous avez acheté, par exemple, vous avez donné un crédit, vous avez acheté une obligation, vous avez le droit de vous couvrir, sinon on n'a pas le droit comme pour les voitures. » Mais l'astuce, c'est que, vous voyez, ces contrats s'appellent des CDS, Credit Default Swap, donc des termes techniques, ne s'appellent pas contrats d'assurance. Les assurances sont régulées, pas ces termes complexes. Voilà. Je vous donne un petit exemple pour illustrer mes propos. Vous avez ici trois entités, une banque, une entreprise, une assurance. L'entreprise emprunte un montant X, supposons 10 millions d'euros à la banque, et elle souscrit des contrats d'assurance avec une compagnie d'assurance. Jusqu'à là, c'est tout à fait normal. Et puis, la banque craint que l'entreprise, à terme, ne soit pas en situation de rembourser les 10 millions d'euros. Alors, elle achète justement ce fameux contrat, Credit Default Swap, CDS. Un contrat de CDS porte sur 10 millions de dollars, supposons que ce soit 10 millions d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Ça veut dire que si à terme, l'entreprise, au lieu de rembourser 10 millions d'euros, ne rembourse que 3, la banque activera son contrat et percevra la différence de la part de la compagnie d'assurance. Donc jusqu'à là, tout va bien, pas de critique à faire. Chaque entité joue son rôle. L'entreprise investit, la banque fournit des crédits et l'assureur assure. Maintenant, le système dérape à partir du moment, comme pour la voiture, à partir du moment où la banque, au lieu d'acheter une assurance sur les 10 millions en question, achète une assurance sur ce que j'ai mis en rouge, supposons que ça corresponde à 100 millions. Pourquoi la banque a-t-elle besoin d'assurance sur 100 millions puisqu'elle n'a prêté que 10 millions? Je vais comparer deux situations brièvement. Là. Première situation, l'entreprise est saine et rembourse les 10 millions à terme. Donc la banque perçoit 10 millions. Seconde situation, l'entreprise connaît des problèmes financiers et ne rembourse que 3 millions sur les 10. La banque va activer ces 10 CDS, 10 contrats. Encore une fois, un contrat correspond à 10 millions. Elle va percevoir 10 fois la différence, entre 10 et 3, 10 fois 7, 70 millions. Je résume. La banque perçoit plus de profit quand son client est en situation délicate que lorsqu'il est en situation saine. Ça génère de mauvaises incitations. Comment peut-on imaginer un système économique qui fonctionne lorsqu'une institution est contente quand ses clients sont en difficulté? C'est le cas de Goldman Sachs dans le film. Ça ne peut pas fonctionner. Ça fonctionne encore, pourquoi? Parce que le contribuable paye les frais cassés, paye les pots cassés. Bon, après ça, le jeu continue. Vous avez une autre banque qui intervient, qui achète ces contrats sur l'entreprise, bien qu'elle n'ait aucun rapport avec l'entreprise. Hein, c'est l'histoire du voisin, elle n'a aucun rapport, mais elle se couvre. Contre quoi? Est-ce que c'est... Puis à la fin, bien sûr, une des entreprises va tomber en faillite, et le contribuable, mais pas seulement le contribuable, hein, le client, etc., paye les pots cassés. D'ailleurs, aussi, en partie, les actionnaires. Les actions des banques ont beaucoup chuté. Que font les actionnaires? Mystère. Est-ce que c'est purement théorique? Non. Bon, vous avez un exemple, on l'a vu dans le film. Lehman Brothers est tombé en faillite comme entreprise. Et une compagnie d'assurance comme AIG, qui a été mentionnée aussi dans le film, a vendu tous ses produits soi-disant d'assurance. Donc ça existait et ça continue encore aujourd'hui. Je voudrais mettre en lumière maintenant un montage douteux de la finance casino. Le cas de la Grèce. La Grèce était déjà en difficulté en 99, 2000, avant la création de l'euro. La Grèce ne semblait pas en situation de satisfaire les critères de Maastricht. Tout à coup, la situation s'est améliorée subitement et personne à Francfort ou à Bruxelles n'a cherché à savoir pourquoi. Une des raisons pour lesquelles la situation s'est améliorée, c'est que la banque Goldman Sachs a permis à la Grèce de cacher une partie de ses dettes. Par un montage douteux, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Qui était directeur de Goldman Sachs Europe entre 2002 et 2005, un dénommé Mario Draghi, qui, à ma connaissance, n'a jamais condamné ces pratiques qui doivent encore aujourd'hui être utilisées pour d'autres pays, ou voire pour la Grèce. Brièvement, je vais conclure, la crise des valeurs. Donc, dans les cours d'économie de finance, le thème principal souvent est le prix. Quels sont les prix? Avant de parler de cela, il faudrait parler des valeurs. Quelles sont les valeurs de notre société? Quelles sont les valeurs des étudiants? Quelles sont les valeurs des profs? Parce que autrement, le système dérape. Ça devrait être essentiel, ça ne l'est pas, ce n'est même pas abordé. Je termine, c'est mon dernier transparent, sur une note positive. On peut faire quelque chose, bien sûr. Pour cela, il faut des responsables politiques courageux.
Certification des produits financiers. Je vous ai montré ces produits toxiques. Il faut faire comme dans les autres branches industrielles. Ça existe. Vous avez un processus de certification des produits. Domaine pharmaceutique, automobile. Les entreprises ne peuvent pas du jour au lendemain mettre des produits sur le marché. Ce n'est pas parfait. Ça a le mérite d'exister. Vous avez une exception, le secteur financier. Ces produits existent. Les pouvoirs publics laissent faire. Séparation des banques, soit les banques de dépôt, soit les banques d'investissement. J'ai mis investissement entre guillemets parce que c'est souvent des activités casino. Il faut séparer, ce n'est en rien utopique, ça a été le cas aux États-Unis avec le Glass-Steagall Act entre 1933 et 1999 avec un président Roosevelt qui a été courageux. On peut faire cela si on le souhaite aussi. Régulation des fonds spéculatifs, bien sûr, sont encore moins régulés que les grandes banques. Correction des rémunérations surdimensionnées. Qu'est-ce que ça veut dire 20 millions, 30 millions, plusieurs milliards? Ça n'a aucun sens, c'est une boulimie. Qu'est-ce qu'ils font avec autant d'argent? Ils achètent 2 Boeing, 3 sous-marins. Qu'est-ce que ça veut dire au bout du compte pour Noël? Forte réduction de l'endettement des banques systémiques. Vous avez des banques qui, lorsque leurs clients veulent acheter des appartements, veulent obtenir un crédit, la banque demande 20% à mettre sur la table le plus souvent. Ces mêmes banques travaillent avec des volumes de capitaux d'environ 3, 4, 5%. Au nom de quoi elles oublient les règles qu'elles appliquent à leurs clients. Elles devraient s'appliquer les mêmes règles. Donc les capitaux des banques sont très faibles, mais sont incitées à aller dans cette direction parce qu'encore une fois, elles sont too big to fail, donc le contribuable est là en cas de problème. Introduction d'une microtaxe sur tous les paiements électroniques. Alors attention, ce n'est pas la taxe Tobin, c'est différent. Il s'agirait d'une taxe sur toutes les transactions électroniques. Chaque fois qu'on utilise notre carte de crédit ou l'ordinateur. Chaque fois qu'on va au restaurant, chaque fois qu'on retire 100 € dans un automate. Je vous cite l'exemple de la Suisse, mais on n'en est pas loin en France. Vous avez des transactions électroniques, des paiements électroniques qui correspondent à peu près à 160 fois, excusez-moi, le PIB suisse. Donc si on prenait 0,2% sur chacune de ces transactions en termes d'impôts, on pourrait théoriquement, en Suisse, oublier tous les autres impôts. On pourrait aussi oublier la déclaration fiscale, et tout le temps qu'on perd avec cela. 0,2% serait suffisant. On peut peut-être argumenter, dire en France, ça ne va pas, ça sera 0,4%, peu importe. Au bout du compte, on paierait beaucoup moins d'impôts. Donc pour la plupart des foyers, ça serait très utile. La plupart des entreprises aussi. Qui serait contre les grandes banques qui font du trading à haute fréquence, on en a parlé, c'est-à-dire qui, à la microseconde ou à la milliseconde, effectuent les transactions. Vous pouvez imaginer, à la micro ou à la milliseconde, de telles transactions, de tels volumes de transactions, ça générerait beaucoup d'impôts, même si c'est 0,4%. Donc ça serait très simple, techniquement très simple, facile à mettre en place, politiquement délicat. Malheureusement, on n'en parle même pas. En Suisse, on aimerait lancer une initiative, parce qu'il y a un système de démocratie directe. À partir du moment où 100 000 personnes signent une sorte de pétition, le gouvernement à Berne est obligé de lancer un vote. Donc on essaye de faire quelque chose comme ça. Voilà, ça serait une solution. J'en termine, vraiment, là, cette fois-ci, en disant que l'enseignement a aussi une responsabilité. Le monde académique ronronne, a d'autres préoccupations. Il faudrait qu'ils se centrent sur ces questions-là, encore une fois, parler moins de prix et se focaliser sur les valeurs. Je vous remercie.